quelque chose, j'enregistre pour la simple et bonne raison que ça va me permettre de transcrire sans, comment on appelle ça, sans prendre des risques d'interpréter, surinterpréter, te faire dire ce que tu n'as pas dit ou des choses comme ça, même si j'ai une très bonne mémoire. Ah, Voilà. fais comme chez toi, assis-toi. Et donc, après, je te soumets le texte pour validation, Ouais. et après, ça t'appartient, et tu es libre de le donner à qui que tu veux, mais moi, je vais le confier à nos archives, parce que c'est quand même un témoignage d'un des nôtres. Ah. Et de ton profil, on n'en a pas. Mais ça me réjouit. Ça me réjouit que ça se passe plutôt Je avec suis en toi. train de faire mon transfert de IDOC dans Ouais. la nouvelle, mais ça passe pas. Ça passe pas. Non. Tu sais, tu as un qui est très serviable et adorable, c'est Patrick Sauré. Tu appelles Patrick. Voilà, pour l'instant, j'ai demandé à l'assistante d'IDOC de m'aider. Sinon, tu demandes à... Oui, je vais le trouver. Patrick Sauré, il est efficace, il va te le faire en un clin d'œil, il va t'aider s'il peut. Sans Corinne souci. Garcia s'en occupe aujourd'hui. Hein? Corinne Garcia s'en occupe. C'est pas la meilleure pour ça. Mais bon, c'est Mais pas là, grave. va se Elle va renseigner. essayer. Sinon, ça aurait été, comment il s'appelle, s'il était disponible. Torres, il est d'une gentillesse et d'une efficacité Il sait redoutable. le faire, ça. Oh, bah oui, Torres, il te le dira. C'est soit Patrick Sauré, soit Torres. Ne cherche pas 15 ans. Bon. Ça va pas figurer dans le compte-rendu. Non. Non, je vais te faire le compte-rendu, je vais t'insérer dedans tes photos, tu vas avoir un doc impeccabilos. Ok. Bon, Allez. alors, mon cher ami, tu es arrivé quand dans l'établissement? Alors, je suis arrivé le 1er août 2019. 2019. Et comment t'as atterri chez nous? Comment Par quelle j'ai voie? J'ai eu un appel de Valérie Zard me demandant si je connaissais Monsieur Macquart. Donc j'ai expliqué que je connaissais Bruno Macquart parce qu'il a été mon DGD, mon directeur général, quand j'étais au Pompidou Paris. Voilà, et du coup, elle m'a dit qu'il y avait une place à pourvoir et voilà, donc elle m'a Ça veut passé. dire que c'est Macquart qui souhaitait t'accueillir. Macquart a donné ma candidature à la DMTS. Mais t'avais pas fait, toi, une candidature auparavant? Non, en fait, non, parce qu'un jour, Bruno est allé au musée de l'Homme où j'étais responsable sécu, faire un colloque, et il m'a vu sur le perron avec mon directeur. Et c'est là qu'il m'a dit... Ça veut dire qu'il t'a débauché. Voilà, en quelque sorte, il m'a demandé si j'étais libre. D'accord. Voilà. D'accord. Donc j'ai répondu que j'étais en CDD et que j'étais au plus offrant. Ah, ok, d'accord. Donc au musée de l'Homme, tu étais en CDD. Ouais. Hein, c'était mon deuxième contrat CDD. J'ai quitté un CDI à 55 ans pour prendre un CDD. Et le CDI que t'as quitté, c'était où? Le CDD Le CDI. CDI, c'était au Pompidou-Metz. J'adore Pompidou-Metz. Et avant, j'étais, alors ma carrière, pour être plus simple, 81, 2000, 1er janvier 2000, Pompidou Paris. Après, j'étais au Forum des Halles 2 ans. Après, j'ai fait 8 ans à Pompidou Paris. Mis à disposition pendant 6 ans Pompidou Paris, Pompidou Metz. Et après, pendant 4 ans, 4 ans et demi, j'étais au musée de l'Homme et le coordinateur sécurité-sûreté du Palais de Chaillot. C'est étonnant, comment se fait-il que tes lieux de prédilection étaient principalement des lieux culturels? C'est un choix ou c'est un hasard? C'est un hasard. En fait, le monde de la sécurité, on rencontre les mêmes gens, mais à des postes différents et des boîtes différentes. Et après, on se fait un petit nom dans le milieu culturel en matière de sécurité. Donc j'ai fait un peu plus de 20 ans que dans les musées. Que dans les musées.
Et vu de là-haut, est-ce que tu avais de l'intérêt pour la culture Aucun. Aucun, initialement. Aucun. Moi, je suis issu des pompiers de Paris, donc mon truc, c'était Les établissements d'éteindre des publics. feux, Ouais. de voir un peu les dangers. Après, j'ai fait le centre commercial, les centres commerciaux par le Forum des Halles. Et après, je me suis mis dans le musée parce que en fait, celui qui m'a fait rentrer au Pompidou Paris, premier centre culturel que je faisais, c'était mon attaché de direction qui a été embauché au Pompidou Paris en tant que chef de service. Il est bon, à ma place. Et il a demandé de venir avec son chef de sécu, il est avec moi. C'est donc- qui? Il s'appelle comment? Euh, je te dirai tout à l'heure, ça va me revenir. Il est décédé, le monsieur. Bref. Et du coup, C'était un pompier lui aussi. non, c'était un gendarme. C'était un gendarme. Ouais. C'était un gendarme, un ancien gendarme. Et du coup, à Pompidou Paris, ils ont créé un poste pour moi qui n'existait pas. Et après, chemin malin, ben, j'étais ingénieur sécurité. Voilà. Ma mission, c'était de remettre au travail le service incendie. Et à chaque fois que tu es passé dans ces établissements culturels, c'était principalement des pompiers de Paris où il commençait déjà à y avoir des pompiers Non, il y a là-dessus, volontaires ou autres non, il y a circuits, des une choses comme ça. évolution. Effectivement, les premiers agents de sécurité, c'était des anciens sapeurs-pompiers, soit de Paris, soit de banlieue, soit des pompiers volontaires. Et au fil des ans, eh ben, ce métier-là n'appartient plus aux sapeurs-pompiers, mais à différentes personnes qui ont juste un diplôme. Dont il fallait juste Voilà, s'assurer c'est- qu'ils avaient les compétences c'est pour ça. et qu'ils C'est étaient ça. formés. Et il y a une forme de désengagement. Non, c'est pas une forme de désengagement. De- C'est une ouverture de poste à des personnes qui peuvent y prétendre. C'est pas une chasse gardée. Sans être obligé de passer par l'armée, en fait, la pas gendarmerie. obligé. L'inconvénient d'avoir un service interne pompier, c'est que les gens oublient. Il y a un curseur en fait, où s'arrête les missions de SIAP, où commence celle de pompier. Quand les pompiers volontaires, SIAP avec un cursus pompier volontaire, ce petit cursus-là, il saute et il va faire ceux des pompiers. Mais c'est pas le même métier. Les agents de sécurité incendie sont là pour justement éviter l'éclosion de feu par des ronds, des préventions, etc. Et le pompier, il éteint. Hein. Donc c'est deux métiers bien différents. D'accord. Et pourquoi c'est lié à l'armée? Pourquoi c'est lié à la gendarmerie? C'est pas lié à la gendarmerie, c'est lié à l'armée. De Les quoi? pompiers de Paris. Ah, c'est l'armée, c'est le génie. Les pompiers de Paris, ça dépend du génie. C'est le seul corps alors, avec les marins-pompiers de Marseille, qui dépendent de la marine, et nous, et les pompiers de Paris, ce sont les deux seuls corps de sapeurs-pompiers professionnels militaires. Je ne compte pas l'USC1 et l'USC7 qui sont des... Vous dépendez du génie civil, c'est ça? Du génie, oui. Ouais, d'accord. Ok. D'où la Sainte-Barbe le premier week-end de décembre. Les quoi? La Sainte-Barbe, c'est la fête des pompiers. La fête du génie. D'accord. Donc, Pourquoi cette barbe? C'est une histoire, je ne me rappelle plus, mais Ouais. c'est le premier week-end, c'est la fête des pompiers. La fête du génie. D'accord. Donc D'accord. tous les corps du génie font la fête. Et toi, donc, initialement, tu étais rentré plutôt dans l'armée. Moi, je suis rentré. Quand j'ai fait les 3 jours, on faisait les 3 jours avant le service militaire, pour une orientation. J'étais orienté dans les pompiers de Paris parce que c'était le choix que j'avais fait. Mais entre
J'ai attendu 2 ans, et pendant ces 2 ans, j'étais chauffeur-livreur, veilleur de nuit, jusqu'à ce que je puisse rentrer dans les pompiers de Paris, où je m'étais engagé 5 ans, mais ma première année comptait comme service militaire. D'accord. Et après, j'ai rempli 3 fois 5 ans. En tout, j'ai fait 18 ans. 18 ans dans les pompiers de Paris. Ouais. Et tu étais dans quelle caserne? Alors, j'ai fait 9 ans à Champigny-sur-Marne, en banlieue, et quand j'étais nommé sous-off, je suis parti à Chaligny, dans le 12e arrondissement. Et après, je suis parti directement, à bout de 18 ans, au Forum des Halles. D'accord. Et qui c'est qui est venu te chercher? C'est toi qui as postulé ou on est venu te chercher? Ah non, tu m'avais dit que c'était le gendarme qui était venu. Pas le gendarme, c'était quand j'étais du... Pompidou, oui. À Pompidou. Après, j'ai fait mon chemin. Et là, on avait, à cette époque-là, dans les pompiers de Paris, tu pouvais partir 6 mois à l'avance dans une autre entreprise, payée par les pompiers. Au service de. Mise à disposition. En gros, ouais, c'est-à-dire que le gars, il m'a embauché, il m'a fait passer mon SIAP 3. Qui consiste en quoi le SIAP 3? C'est un diplôme de chef de service de sécurité incendie. D'accord. Donc j'ai passé ce diplôme-là, et pendant ce temps-là, c'est la brigade qui m'a payé pendant 6 mois. Même si j'étais chez le gars. Elle est généreuse, la brigade. Ah, mais c'est comme ça, hein, c'est la reconversion. Hein. Elle avait un bon service de reconversion. Hein. Ah ben, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui ont des services de reconversion. Hein. Non. Et eux, visiblement, ils en avaient un. Chez les militaires, ils en ont un. Tous les corps. Tous les corps. Ils ont un service de reconversion, comme ça. Maintenant, c'est différent. C'est avec l'âge ou à la demande des... Ah, il faut que tu aies fait au moins 14... Avant, c'était 14 ans et 6 mois. Maintenant, c'est monté à 17 ou 19 ans. D'accord, pour demander une reconversion. Ouais. Ouais. C'est pas mal quand même. Bah oui, c'est bien. Et voilà, donc après, j'ai passé plein d'examens. Que ce soit dans la prévention, que ce soit dans l'incendie, que ce soit au HSE. Comme j'étais responsable HSE, j'ai passé tous les diplômes qui me permettaient après pas de sanctionner, mais de dire aux gens ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Donc j'ai passé les CACES, nacelle AA, 1B, 3A, 3B, le Fenwick, l'élévateur, le gerbeur, le travail en hauteur, le monteur et démontage, l'échafaudage, etc., etc. De manière à que je puisse reprendre les gens qui faisaient mal des choses. Parce que je connaissais. Eh ouais. Ah, c'est ça. Et j'ai passé après d'autres diplômes, comme le RCCI 3. Là, c'était quand j'étais à Metz. Le RCCI 3, c'est un diplôme de technicien en recherche des causes d'incendie. Ma carrière, qui au départ était d'éteindre des feux, est passée, quand j'ai quitté les pompiers pour aller, que ce soit au Forum des Halles ou dans les musées, c'était que les feux ne prennent pas essence et surtout qu'ils ne puissent pas se propager. Ce diplôme-là me permet de faire le tour du feu, c'est-à-dire que je sais lire maintenant un feu. Je prends l'exemple, quand une pièce brûle, j'arrive à te trouver un lieu d'origine, un point d'origine et une cause. NCIS. Donc c'est plutôt la lecture plus que la prévention. Le troisième volet, c'est que la lecture. Ça, c'est judiciaire, ça. D'accord. Ça, c'est après, tu es appelé soit par la cour, le tribunal, ou alors une assurance pour déterminer un feu. D'où est né ton intérêt pour les pompiers? Au départ, c'est pas mon métier que je voulais faire. Le métier que je voulais faire, c'était vétérinaire en Afrique. Rien à voir, hein. Mais j'ai passé un bac D, maths, physique, sciences, nat, pour pouvoir faire ça. J'avais un pacte avec deux autres copains que j'avais en Alsace.
pour lequel après on s'est perdu de vue, tout ça. Et mon père, qui était, parce qu'il était à la retraite depuis très longtemps, était fonctionnaire de police, côtoyait beaucoup de pompiers. Donc on allait à la caserne, etc. Et de là, j'ai pris goût. Et je suis rentré dans les pompiers. Et donc, tu n'as pas fait d'université ni rien. C'est-à-dire, après ton bac. Non, j'ai passé, en fait, tous les diplômes supérieurs, j'étais passé par le biais d'examens. C'est-à-dire que j'ai fait des cycles techniques, hygiène sécurité, cycle supérieur hygiène sécurité environnement risque manager, et tout ça c'est des bac plus, à la fin c'est un bac plus 4 que j'ai. D'accord, ok. Et ton père, donc, il était plutôt dans la police, lui, Il était dans la police. en qualité d'agent ou plutôt de cadre? Il était motard, brom brom brom, et après il était dans les bureaux à la fin. Enfin, et ta maman? Elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais travaillé, elle s'est occupée de ses enfants. D'accord. 4 frères, une sœur. Bah, ça va, c'est une belle famille. C'est une belle famille, il y avait de quoi faire. Hein. Ouais. C'était un peu la famille pied noir dans toute sa puissance. Vous veniez d'où? Moi, nous, on vient d'Algérie, hein, où je suis pied noir. Hein. Mes arrière-grands-parents sont partis sous l'ère de Franco, d'Espagne, Andalousie, Alger? en Algérie. Et donc, mon père, ma mère sont nés là-bas. De quel côté de l'Algérie? Bedeau et Bérard. Et donc mon père s'appelle Martinez et ma mère, notre jeune fille, Aguilo. C'est espagnol tous les. Aguilo? Aguilo, tu préfères? Aguilo. A-G-U-2-L-O. D'accord. Aguilo. Voilà. Donc vous êtes d'origine espagnole. Je suis pied noir d'origine espagnole. Voilà, d'origine espagnole. Et pourquoi le retour, le choix s'est porté sur la France? Ah oui, remarque, Franco était encore là, oui. Franco est toujours là. Puis mars 62, c'était l'indépendance de l'Algérie. Mon père, à cette époque-là, était un très grand agriculteur. Il avait beaucoup de propriétés, là, tout ça. Et il a tout perdu. Il a tout cramé, tout fait sauter. Et puis, voilà. Et on s'est retrouvé en Alsace, à Célestin. Pourquoi en Alsace? Parce que c'est son point de chute, était l'Alsace. Il est resté 7 ans et après, il a été muté à Béziers. Il est resté 6 mois à Béziers, puis après on a déménagé à un petit village à côté. Et depuis, mon père... C'était plus proche de l'Algérie d'être à Béziers. Il fait plus chaud. Évidemment. Il fait plus chaud, hein. Et du coup, mon père est parti à la retraite à 51 ans. Il en a 91. Voilà. Et maman, elle est décédée il y a 6 ans. Paix à son âme. Ouais, voilà. Elle a bien vécu. Ah, c'est chouette. Donc, toi, et ta scolarité, toi, c'est plutôt en France, c'était pas en J'ai Algérie? fait qu'en France. Ouais. Donc, en Moi, France. j'ai quitté l'Algérie, j'avais 2 ans. D'accord. Autant te dire que j'ai aucun souvenir de l'Algérie. Et c'est toi le petit dernier? Non, ou, je suis deuxième. le deuxième de la fratrie, d'accord. Ouais. Donc, tes autres frères et ta sœur sont nés ici? J'ai un frère aîné qui est né à Mostaganem. Ma sœur est née à Fort-National. À Fort National? Ouais, donc il était... Ah oui, d'accord, je comprends. C'était militaire après. Après, il était militaire. Il était militaire. D'accord. Il a fait Maison Carrée, si tu connais un peu. Oui, oui, je connais très bien. Ouais. Voilà, il a fait ça. Moi, je suis né à Douéra, à côté d'Alger. T'es né à Douira, oui, d'accord. Voilà. Vers la Kabylie, en fait. C'est ça. Et après, j'ai deux frères qui sont nés à Célestat, en Alsace, et un frère qui est né à Béziers. Oh, d'accord. Ok. Voilà. Ouais. C'était l'arrivée dans le département de l'Hérault. Ouais. Et comment se fait-il que d'Alsace, tu aies échoué dans Paris pour la suite de ta vie? C'est tes études, c'est ton engagement militaire? Comment non, t'as fait? l'Alsace, je suis descendu parce que j'avais Béziers, 10 oui. ans. J'étais là, et après, quand j'ai fait mes pompiers de Paris, je suis monté à la capitale. Et Tu n'aurais pas choisi d'être dans les pompiers de Marseille? Non. Ah oui, t'as pas fait la marine, évidemment. T'as pas fait la Non, marine. puis c'était les pompiers de Paris. Hein. Les pompiers de Paris, hein, donc voilà. Quel souvenir tu gardes de ta scolarité?
École primaire, l'école... Moi, j'étais un gamin très turbulent. Ouais. Très turbulent. Feignant, Mhm. mais qui avait des grosses capacités de mémoire. Donc je suis parti, j'ai pas ouvert Tu beaucoup. t'en es tiré avec ta mémoire. Bah oui. Par exemple, moi je faisais rien à la maison, je faisais rien du tout. Puis comme je prenais le bus le matin, qu'on avait 25 minutes de bus, j'avais un copain ou une copine là, qui me récitait la leçon, et c'était bon. Et c'était bon. Et c'était quoi tes matières préférées? Sciences, physique et chimie. Ah, d'accord. C'est les disciplines scientifiques qui t'intéressaient le plus. Ouais. D'accord. Au bac, j'avais 19 de moyenne générale en physique-chimie. Ah, la classe. La classe à Dallas, hein. Ah ouais. Et tout ça sans bosser ni rien du tout. Oh, pas grand-chose. Rien. Juste la mémoire. Ouais. Ton secours, ça a été la mémoire. Ouais. Tu gardes toujours une bonne mémoire, de toute façon, pour l'instant. Avec l'âge maintenant, j'en ai un peu moins. J'en ai pas mal encore. Hein. J'en ai pas mal. Je retiens pas mal. Et quand je faisais des leçons aux gamins, tout ça, donc on faisait de la récitation. Je leur lisais, pour qu'ils comprennent. Une fois, deux fois. Je fermais et après on récitait. Tu récitais avec eux. Ah ouais. Ouais. À tes enfants, ça. Ouais. Ils ont hérité la mémoire de Ouais. toi ou pas? Ouais. Ah, c'est excellent. Ils sont, entre guillemets, HPI, les trois. Mhm. Voilà. Et on l'a su à la dernière. Voilà, le premier, lui, il était comme moi, il n'a jamais ouvert un bouquin jusqu'en fin troisième. Jamais. Mais il y avait 14 de moyenne générale, donc on ne disait rien. Le deuxième, lui, il bossait super bien, là. Et il a fait l'école d'entrée de Saint-Cyr. Parce qu'il était premier de sa classe, tout ça. Mais j'ai dit, tu sais, tu es premier de ta classe là, mais tu vas avoir peut-être des cinquièmes dans une autre classe qui sont 10 fois meilleurs que la vôtre. Hein. Ça n'a rien à voir, ça. Donc il a fait le concours. Et la dernière, Hélène, elle, à 3 ans, là, déjà, elle savait lire et compter. Alors nous, on lui a appris, par contre, on a fait la méthode syllabique, pas ce qu'ils apprennent maintenant. Hein. On avait un vieux bouquin sur la... Et, voilà. Et du coup, on a fait passer un test de QI. Et elle avait un QI, elle avait 7 ans. À la fin de son QI, 141. Qui est, bien sûr, au-delà de quelqu'un qui est normal. Mais il y avait une régularité dans les matières. En général, les gens qui ont des QI comme ça élevés, ils ont un pic plus fort que d'autres. Et elle, c'était régulier. Et donc, à la fin, la conclusion, c'est vous avez une enfant de 7 ans avec une maturité d'une fille de 14 ans, mais un affectif de 7 ans. Et donc, il ne fallait pas lui faire sauter 2 classes comme on nous proposait, mais il fallait faire sauter aucune classe. On a de la chance que dans notre petit village, on avait des doubles classes. Donc c'est ce qui a permis, quand elle finit son truc, elle allait à l'autre. Quand elle est finie, elle aidait tout le monde. C'était comme ça. Dans les petites écoles, dans le petit village, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'était quel petit village, là? Amilly. Milly. Amilly. A-M-I-2-L-Y, c'est un petit village à côté de Montargis, la banlieue montargoise. D'accord. Et elle est devenue quoi Elle est en 2e année de Master 2 pour être directrice artistique. Ils sont tombés dans la culture encore. Et les 2 garçons, ils font quoi? Le premier travaille à la chaîne. Il travaille dans une papeterie. Il fait le PQ, les sopalins, tout ça. Et le deuxième, il est commercial maintenant. Il était patron d'une société d'habitation. Là, il est commercial dans une... Et ça se passerait bien pour lui. Pour eux, les 3, ça se passerait bien. Ouais. Et donc, dans tout ça, parce que j'imagine que ta femme, elle est un peu aussi folle que toi, elle vient d'où? Elle fait quoi, elle?
Elle, c'est une Parisienne qui est née à Neuilly, le pays à Sarkozy. Tu l'as pécho? Je l'ai pécho quand elle faisait son école d'infirmière. Et quand moi j'étais pompier, dans ces milieux-là, police, pompiers, gendarmes, infirmiers, des gens qui ne travaillent pas du lundi au vendredi, au repos le week-end. Il y a à Paris des boîtes de nuit comme la Scala qui permet de rencontrer plein de gens. Et voilà, on a fait une première rencontre là, après on s'est recroisés ailleurs. Et puis maintenant, elle a 59 ans. Elle s'est connue, elle avait 20 ans. Et on s'est mariés en 89. Et on a renouvelé nos vœux 20 ans après. Pourquoi renouveler vos vœux? On est repassé à l'église. Ah, d'accord. On est repassé à l'église pour renouveler nos vœux de mariage. Ah, je connaissais pas Voilà. ce rituel. Voilà. Je suis marié 2 fois avec mon épouse. Pas beau ça? Ah, c'est joli. Moi, Voilà. je savais même pas que ça existait. Et- Je pensais que c'était pour l'éternité, le premier mariage. Ouais, tu peux, oui, tu peux le faire. Mais nous, on voulait renouveler parce qu'on était. Voilà, parce que l'amour est présent, il est fort. Et donc, on a dit, on va renouveler nos vœux. Et on a invité les gens qui étaient à notre mariage. Certes, alors, c'est l'évolution. Les petits sont devenus plus grands. Les grands sont devenus beaucoup plus vieux. Et après, il y a des gens qui sont enterrés. Qui sont là. nés en- Hein, ouais. là, qui sont, voilà. Et du coup, on a pu réunir tout ce monde-là. un peu. C'est juste parce que vous êtes des fêtards, en fait, que vous l'avez refait. Non. C'est une conviction religieuse, vraiment. Non, parce que que ce soit elle ou moi, on va dans les églises pour les mariages, les enterrements et les baptêmes. Alors, autant les 2 baptêmes, les deux gamins à 6 mois, ils étaient baptisés, qu'on a dit à la dernière, Tu choisiras de tu l'être. choisiras quand tu vois te baptiser, si tu as envie d'être baptisé. Et du coup, elle a voulu se baptiser, elle a voulu être baptisée à 9 ans. Mhm. Mais putain, quand tu vois les curés, tout ça, c'est la croix de la bannière. Hein. Ils te demandent pourquoi, plein de questions. Et j'avais un copain, quand j'étais à Metz, qui était le prêtre protestant catholique. Le prêtre Non, de non, pardon, orthodoxe. Le prêtre orthodoxe catholique D'accord. de la région Lorraine, D'accord. qui avait une maison secondaire dans le Loiret et qui a voulu baptiser notre fille dans une église orthodoxe. D'accord. Et donc, on a fait ça et je trouve ça super joli. Je sais pas si tu connais les églises orthodoxes, ou je sais pas comment tu appelles ça. C'est super joli et le rituel n'est pas le même. Déjà, il n'y a pas de statue, il y a beaucoup d'icônes, tout ça là. C'est très joli. La tenue elle est super belle du prêtre. Et quand tu rentres dans l'église, il chasse le diable. Il chasse le diable et après il faut faire venir la pureté, la sainteté, ce que tu veux. Et on avait invité sa maîtresse à cette époque-là, qui est très catho. Qui est très catho. J'adore tes histoires. Hein, très catho. Et elle est sortie de là. C'est la première fois qu'elle est rentrée dans une église orthodoxe. Elle a trouvé ça super génial. La maîtresse d'Hélène. d'Hélène. Ouais. Et elle a trouvé ça super bien. Mais ils ont fait l'école publique, ils n'ont pas fait les écoles catho. Non, ils ont fait tout. Ils ont fait d'abord des écoles publiques. Mais les écoles publiques, c'était en 12e arrondissement. Mhm. Et c'était le grand, lui, il n'a pas fini son année scolaire, on l'a déscolarisé, il est allé directement chez mes beaux-parents. Parce qu'un jour, alors c'était l'époque où les Maliens sont arrivés en France, à Vincennes, et après ils allaient dans les écoles du 12e arrondissement, et à côté de la caserne, il y avait une école, et là, il y avait beaucoup de familles. Ça ne me dérange pas.
Mais les gamins, déjà, ils se baladaient, ils avaient déjà des ciseaux dans les mains, ils se battaient et tout ça. Et un jour, ma gamine, elle s'est trompée de classe. Mon gamin, il s'est trompé de classe, lui. Et du coup, il est allé dans une autre classe, pratiquement une journée. La maîtresse s'est même pas rendue compte que lui était là. Et l'autre s'est même pas rendu compte qu'il n'était pas là. Donc on a dit, halte là, tape, il s'en va. Voilà. Après, il est allé avec le deuxième, ils sont allés dans une école privée tenue par des sœurs. C'était où? Ah, c'est dans le 12e arrondissement, toujours pareil. Alors là, c'était carré. C'était carré. Et après, ils ont fait l'école publique. Quand, une fois qu'ils sont allés au collège, et même quand on a déménagé après dans la région de Montargis, c'était l'école publique. Et alors, bon, t'étais quand même un chien fou dès les origines. Et c'était quoi comment dire, tes hobbies, tes activités? Bonjour, on m'a dit de venir tester une chaise Ouais. des fakirs. Ça Ah, va, vas-y. Ouais. Aïe. Ah, mais c'est fou. Je pensais être lourd, mais en fait ça va. Mais non, c'est normal ça. Tu sais pourquoi? Non, c'est la répartition du poids. C'est la répartition des clous. Comme c'est serré, ça te fait une assise. Ça pique, hein? Ouais, c'est comme ça qu'ils font les fakirs en fait. Bah oui, Quand ils marchent en fait, c'est. tu risques rien. En fait, on risque rien. Par contre, tu mets un clou tous les Sur le 5 cm, t'as le cul comme une passoire. Hein. D'accord. Et pourquoi t'as ramené ça, toi? Non, j'ai validé cette chaise-là parce que c'est l'équipe qui s'occupe de la future exposition Magie. Ils veulent présenter cette chaise-là à disposition du public pour qu'ils puissent s'asseoir. Bon, mais pour ça, il faut une validation. Donc j'ai validé. Parce que j'ai testé, j'ai fait plusieurs essais, même si les gens ont une appréhension. Certains n'ont pas voulu s'asseoir. Hein. C'est pas grave. Voilà. Et donc, du coup, c'est validé. Bon, ok. Alors, tu faisais quoi? D'abord, avec tes parents, c'était quoi vos loisirs? Ah ben, ouais, T'emmenais où? Donc, beaucoup de balades et de pêche. Ça, mon père, c'était un super grand pêcheur. Donc, la pêche tout le temps, etc. Après, quand Et j'ai... balade en ville ou balade dans la nature? Dans la nature. D'accord. On était en Alsace, on avait la forêt noire à côté. Vous Donc, étiez amateur, vous ouais. regardiez? Ah, cueillait des champignons, on regardait. Et à Béziers, je me suis inscrit dans une école de rugby. Et je suis comme Astérix, je suis tombé dedans, je suis jamais sorti. Du rugby, j'ai Ah, vu du les photos. rugby, et du coup, j'ai gravi des échelons, j'avais un niveau qui était plus qu'acceptable. J'ai gagné des finales, j'étais premier talonneur du Languedoc, 6e joueur du Languedoc. J'étais en équipe de France scolaire. J'ai terminé en réserve à Béziers. Puis après, je suis monté à Paris. Donc là, j'ai trouvé un petit club où j'ai pu recruter des collègues pompiers pompiers mais qui jouent au rugby. Donc en 50 ans, on est monté 4 divisions. On montait. Voilà. Donc... Et ils t'ont pas cabossé la tête, t'as pas perdu ta mémoire, ni rien du tout. Parce que le rugby, c'est pas doux, hein. Ouais, non, mais autant quand j'étais sur Béziers, là, les contacts étaient plus durs que ça. Que quand je suis monté à Champigny-sur-Marne, les gens jouent au rugby pour passer leur dimanche. Pas moi, c'est pour gagner, moi. Bon, bref. Voilà. Beaucoup de rugby. Et j'en ai fait jusqu'à 36 ans. Là, j'ai commencé, j'avais 10 ans, j'avais terminé à 36. Alors 26 ans, j'ai fait du rugby. Voilà. Et après, j'ai arrêté. Puis après, il y a eu le boulot, il y a eu un temps de flottement où j'ai pas fait le sport. Il y en a tellement fait que je faisais des pompiers de Paris là que... De toute façon, du sport, tu en faisais, puisque 3 heures j'étais par vu en jour. gym, 3 heures par jour. en Et après, exercices divers et variés. j'ai fait on avait un professeur de boxe anglaise. Et donc, 2 fois par semaine, on faisait de la boxe anglaise. Après notre 3 heures de sport.
Et là, on se mettait minable. C'est pas grave. Voilà. Non, j'ai eu une vie très... Trépidante. Ouais, très sportive, hein, et j'ai goûté un peu à tout. Surtout avec mon épouse, qui est pire que moi. Elle faisait quoi comme sport? Elle a fait elle a fait du chant lyrique et de la flûte traversière. Et après, elle a arrêté. Vous faites beaucoup de marches, vous faites beaucoup de vélo, vous faites beaucoup de trucs comme ça ou pas? Ah bah oui, on fait ça. Alors on fait Tu dis, ah bah oui, parce que ça te semble naturel, quoi. on fait la marche nordique. Nous on fait, allez, le week-end, entre 20 et 40 km de marche. Voilà. On prend le chien, et on prend nos bâtons, notre sac à dos et c'est parti. Et ça marche silencieux ou ça marche en blaguant? Parce que vous ne pouvez pas vous taire. Non, des fois il y a des moments de calme, des fois des moments de rigolade, des trucs sérieux. Voilà. Nous on aime bien, en fait, nous on aime bien marcher pour faire un point. On fait un point sur notre vie, sur ça, voilà, c'est ce qui permet d'avancer. Hein. Et vous le faisiez aussi avec les enfants quand les enfants sont arrivés ou pas? Avec Ça les s'est un enfants, peu non, avec ralenti. les enfants, c'était beaucoup. On les occupait tout le temps. C'est pas des gamins qui vont te dire, ben nous on était à la maison en train de regarder la télévision. Ils savent pas ce que c'est. Ils étaient toujours occupés, soit à faire des trucs manuels, soit c'était des sorties, soit c'était des vélos, soit c'était le parc, soit c'était... Il y avait toujours quelque chose. On les occupait, de la lecture, beaucoup de choses. Et en termes de visite culturelle, avec tes parents d'abord, puis après avec ta femme et Oh. les enfants, c'était quoi? C'est pas là le bâtiment des cartes. Hein. Là, je l'ai invité. Ah, j'aime bien cette chaise-là. Assis-toi. Assis-toi. Tout le monde doit tester. Pourquoi tu veux pas t'asseoir? Bonjour André. Si je m'assois, tu t'assois? Ouais. Non, attends, je vais tester avec ma main. Non, j'ai dit. Ben, tu t'assois. Même moi, je peux le faire. Non, je m'assois pas. Attends, mais même moi, je vais le faire. Même moi, je vais le faire. Allez. Sans aucun problème. Alors là, franchement... Vas-y. Si tu fais comme ça, au début, l'appui peut... Tu sens un tout petit peu l'appui, là. Si tu... Ouais, j'ai Mais pas si envie de me tu blesser poses demain. là, Non, tu vas pas te blesser. Non, non, ben rien. C'est une chaise que j'ai validée pour que les publics puissent s'asseoir. Ah bon? Ouais. Mais pas du tout, tu sens rien du tout. Non, ça va, ouais. Putain. C'est impressionnant, ouais. T'as vu les fakirs quand ils te disent ça, tu crois qu'ils sont Ouais. balèzes, mais en fait. Ouais, parce que pourtant, quand tu mets ton doigt sur la... C'est des clous. C'est pointu, hein. Ben oui, en fait, c'est la répartition avec Ouais. l'espacement des clous qui font que t'as pas mal. Ok. Tu veux que j'arrête pour que tu lui dises bonjour, qu'on c'est reprenne? Ben, je voulais lui dire au revoir. Et il me frère dit au revoir, André. lui. Hein? Je l'ai déjà vu hier, mais je reviens lui dire... Ah, Ah, t'étais en train de... Ben oui, ah, c'est pour ouais, ça que je pardon. te dis, c'est pas... Bon, merci pour tout, André. bah, de Pour rien. ta gentillesse, Ouais. ta Pour ta folie. disponibilité. Et surtout mes compétences. Ben, oui, aussi, mais attends, tes compétences, oui. Chaque fois que j'ai eu besoin de Ton toi, tu humour. m'as toujours... Ah, j'essaie de répondre à toutes les sollicitations. pense à donner le numéro de téléphone du pressing à ton collègue, hein, ton remplaçant. Il le connaît, hein? Il le connaît. Mais moi, je ne l'emmerderai plus, j'ai plus de costume. Donc, dans 3 mois, je suis plus là. Ah. Ouais, mais ton pote Dominique, il est là, lui. Dominique, hein, Non, ouais. Christophe, Christian, pardon. bah, bonne chance. Hein. Merci. Profite bien. On va essayer. Continue les voyages. Hein. Ouais. Là, tu pourrais y aller plus souvent. Là, j'en ai un et Elle travaille encore, ta femme? on part le même jour à la retraite, le Ah, 1er ok, janvier. ouais, d'accord. C'est beau, hein? Ouais, c'est... C'est bien. Ça m'évite d'être tout seul à la maison, qu'elle me donne Ouais. une liste de cours comme ça à faire. Et alors, j'ai dit, je vais travailler, comme ça, je suis moins emmerdé. Ouais. André, bon courage, bonne retraite. Hein. Longue Toi vie à aussi, toi. bonne Et merci continuation. pour tout. Ben, de rien. Et il est où le bureau de ton futur Ah ben, remplaçant? il est là et puis il va se mettre Il ici. vient ici? Bah oui. Il y a la télé pour regarder le Tour de France. Ah ouais, j'ai pas vu, putain. Ouais. Tu fais rien, toi?
Hein? Pas le rugby. Il y a la Coupe du Monde, hein. Il y a Le tout. foot. Il y a la Coupe du Il y a le Monde qui rugby arrive, hein. aussi. Hein? Tu regardes le foot maintenant alors que t'es rugby. Oh, t'as Ouais, trahison. non. Non, mais il y a la Coupe du Monde de football l'année prochaine. Bon, allez, Bon, allez, vide-moi les lieux, s'il te plaît. André, ciao. Ciao, merci. Merci pour tout. De rien. Bon, Ouais. alors on était sur les sorties culturelles, d'abord avec tes parents, si Ouais. tu en avais ou pas. Vous alliez dans Non, les musées, il- théâtre, musée, non, je dis pas ça. Non. lecture, non. Ni toi ni eux. Non, vous c'était disiez. surtout le tarot. On joue beaucoup au tarot. Bon, voilà. Bon, ouais. Après, moi, j'étais pas souvent à la maison avec le rugby. Je partais. J'avais 3 entraînements en semaine parce que je faisais aussi partie des écoles de rugby scolaires. 3 entraînements et le week-end, je partais au rugby. Bon. Et après, avec ta femme, c'était quoi vos sorties avant que n'arrivent les enfants? Ah, mais c'était tout. C'était le théâtre, le concert, les balades. Elle est portée sur la musique Ouais. et le théâtre. Et le théâtre, ouais. Ouais, d'accord. Et lecture, ni toi ni elle n'êtes Ah, lectrice. si, elle, c'est une grande lectrice. Ouais. Alors moi, ouais, je fais de la lecture, mais c'était plus avec De les l'équipe. profs. Avant, j'achetais tout le matin l'équipe et le Parisien. Hein. Après, c'était plus des bouquins, Technique. ouais, le règlement, les codes, etc. Voilà. Maintenant, je vais retourner à la lecture. Tu vas retourner, t'as jamais été dans la lecture, tu vas pas retourner. J'ai fait, non, si, faut pas dire que j'ai pas été, je lisais, alors je lis un peu quand c'est les vacances. Mhm. D'abord, c'est con, c'est tout con, on achète d'abord des petits bouquins, des People magazines, là. Mhm. 4 ou 5, des conneries, hein. Mais on aime bien lire ça pendant les vacances. Et après, on prend un petit bouquin et on le lit. Et vous vous êtes pas mis à la lecture quand les enfants sont arrivés, puisque eux ils étaient obligés de lire. Oui, ils étaient pas obligés. On leur lisait des livres pour leur âge. Ah, d'accord. Des j'aime lire, des trucs comme ça. Et voilà, ça, on l'a toujours fait. Hein. Mais les gamins ils ne peuvent pas dire, je le répète, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont été un jour sans rien faire. Ouais, ils étaient très actifs. Ah ouais. Bricoleurs, testeurs Voilà, de et que c'est tout. qui vent, qui neige, qui pleuve, tout ça, dehors, allons-y. Ouais. Plutôt à l'extérieur, quoi. Ah oui, toujours à l'extérieur, maximum. Mhm. Et vous leur avez fait visiter les musées, etc. Ils étaient intéressés ou pas du tout? Alors, pas trop. Pas non, trop. non, ils sont pas intéressés. Là, ils le sont. Donc, tous les musées où j'étais, ils sont allés. Et donc ils ont découvert les musées principalement par tes activités, toi. Hein. Lequel ils ont le plus aimé? Pompidou, C'est différent. musée de Alors, l'Homme, non, en fait, ils ont bien aimé Pompidou-Paris. Ils ont adoré Pompidou-Metz. Mais Pompidou-Paris, Pompidou-Metz, c'est la même chose. Pompidou-Metz, c'est l'antichambre de Pompidou-Paris. Hein. Donc, c'est des tableaux, des sculptures. Ici, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de sculpture. C'est l'innovation, etc., la technique. Ça les intéresse moins? Scientifique. Non, c'est différent. C'est différent. Ils sont allés dernièrement, ils se sont régalés. Ils se sont régalés. Moi, avec mon épouse, on a fait un week-end ici. J'ai dit, ça fait très 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 longtemps que tu n'es pas venu à la cité. On va faire un samedi que pour toi. Et du coup, on a visité, c'était en plus la semaine, le week-end du goût. Donc des activités. Hein. J'ai eu ma gamine et son compagnon qui sont venus. Du coup, on a visité jusqu'à 11h, ici, 9h30, 11h. On est allé après à l'Argonaute. On a cassé la croûte à BBV. Là, je lui ai dit, maintenant, tu vas enfiler ta combinaison, tu vas t'envoyer en l'air à e-fly, là. Donc, elle a fait ses 2 vols à e-fly, là. Ta fille ou ta femme? Mon épouse, c'était la journée consacrée pour elle. Pas pour ma fille, pour elle. C'est beau. Ah,
Et c'était son anniversaire ou juste Non. comme ça? Rien. Pour Non. le fun. Voilà. Ouais, classe. Et après, on a revisité toutes les expositions. À 18h, ben, c'était la fin. On est allé, j'avais réservé à tous les quatre un film à la géode. On a regardé c'est sur les transhumances des animaux en Afrique. C'était super génial. Puis après, on est rentré à la maison tranquille, il était 23h. Ah, classe. Ah, classe à Dallas. Ah, ouais, t'es vraiment Voilà. un super compagnon, en fait. Bon, je sais pas si je suis un super compagnon, ouais. De temps en temps, je l'agace, hein, comme tout le monde. Hein. Oh, bah, évidemment. Voilà. Mais j'essaye de. Voilà. Il y a des jours où c'est pour elle. Pas pour moi, pour elle. Et quand vous voyagez beaucoup, qu'est-ce que vous visitez une fois que vous êtes à l'extérieur, dans d'autres régions du monde ou de France? Ah, ben nous, on visite beaucoup les. Les églises. On adore les églises, on adore les édifices, là, on aime bien la pierre, on aime bien connaître l'histoire où on va. Ça, on aime bien. On adore faire notre tour de bateau. Où que vous alliez, vous faites un tour de bateau. Un tour de bateau, c'est autour du Nil, voilà, pour vous montrer un peu. Des fois, il y a on apprend plein de choses par la mer. Et voilà. Et surtout, on adore, entre guillemets, la caillasse, les pierres, tout ça. Là. Et vous avez la curiosité des goûts. Donc vous testez aussi les cuisines. Les du plats, monde. ouais. Ce qui est inconnu. Donc, en général, on ne prend pas le même plat. On prend 2 plats différents. Comme ça, vous goûtez dans On l'assiette goûte. chacun. Ouais. Et autant de fois qu'on va au restaurant, autant de fois on change. Ah, c'est chouette. Ah, c'est. Voilà, et on prend la. Même si on va dans un club, alors on va souvent dans les clubs. Là, on va changer, là. Maintenant, on va faire une location d'appartement, et après, on va faire le reste. Même si on va en club, le repas du midi, on le saute tout le temps. On déjeune super bien le matin, on loue une voiture, et on s'en va. Et on va visiter. Déjà, on regarde où on va, qu'est-ce qu'il y a à visiter, etc. Et là, on fait notre itinéraire. Le soir, on revient, on mange, puis gentiment, c'est reparti. On ne reste pas cloîtré dans l'hôtel, au bord de la piscine, au bord de la mer. Quels sont dans tous les établissements culturels où tu as travaillé, qu'est-ce qui t'a marqué dans chacun d'entre eux? Allez, on va commencer par Pompidou. Le forum, allez. Ah, le forum. Alors, quand je suis allé, c'était. Ça craignait quand même. L'ambiance était à craigner. Il y avait 2 clans, les Antillais et les Africains, où ça se tapait régulièrement, où il y avait énormément de monde, parce que le Forum idéal, c'est quand même un grand centre commercial, mais au lieu d'être en hauteur, il est en profondeur. Où il y a une arrivée de métro, donc ça veut dire beaucoup de monde. En 2000, il y avait déjà 80 millions de visiteurs qui passaient par la porte d'Escaut. Il y a 3 portes, la porte d'Escaut. C'était énorme. Et la hantise, c'était quand je travaillais le samedi, pour aller du nouveau forum, de l'ancien forum au nouveau forum, pour faire 50 mètres, on mettait un quart d'heure, tellement qu'il y avait du monde. Et je ne raconte pas quand c'était les fêtes. Donc beaucoup de bagarres, beaucoup de trucs comme ça. Donc vous aviez plus d'intervention sur l'humain. Oui, beaucoup de bagarres et des malaises. Beaucoup. Pompidou, Paris. Moi, j'avais une mission, c'était de redonner goût au travail au SIAP, qui ne faisait rien. Il faisait rien, il n'y avait pas de consigne. Donc, il fallait que je me suis fait engueuler par mon directeur technique, parce que j'allais trop vite. Il fallait que je fasse 1 à 2 consignes par mois. Et chaque fois que je faisais une consigne, malgré si c'était des pompiers volontaires, on ne sait pas faire. Je ne sais pas faire, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer.
Donc on allait sur place, on montrait. T'as compris? Oui. Là, tu signes maintenant. Et comme ça, j'ai fait à tout le monde. Et- T'étais un entraîneur Voilà. de salariés, en fait, de Et au collègues. bout de 2 ans, tout était revenu normal, pratiquement. Ils faisaient des formations qu'ils ne faisaient jamais. Le personnel, il dit, tiens, on a des pompiers, alors qu'ils ont toujours existé depuis l'année. Ils ne sortaient pas, ils avaient interdiction de sortir parce qu'ils commençaient casse-croûte à 9h, ils terminaient à 20h. Il ne fallait pas les appeler. Ça bubinait. Mais c'est même pas bubiné. Il y en a un qui buvait 7 litres d'alcool par jour. Oh, non, Mais Dieu. quand je dis 7 litres, c'est une bouteille de Ricard, c'est 1 litre. Donc il prenait une bouteille de Ricard, voire 2, du whisky, du vin, de la bière, 7 litres par jour. Ils étaient beaucoup comme ça. Pompidou-Metz, alors ça c'est... En fait, vous ne les avez pas dégagés, vous avez essayé de les soigner un peu, enfin, de Alors- les remotiver. Il y avait un peu de... Oh oui, on était remotivés. Et du coup, il y avait une société extérieure qui les épaulait. Ça, par contre, j'ai viré la société extérieure pour embaucher 20 personnes. Mais des anciens pompiers volontaires, c'était du sang neuf qu'on a injecté dans cet organisme vieillissant. Et ça a bien pris. Ça a bien pris. Donc, La ça- greffe, c'est bien passé, quoi. Ouais, ouais. Pompidou-Metz, voilà, c'était du velours parce que c'était un établissement qui n'avait jamais ouvert ses portes, puis c'était en construction. Moi, j'y suis allé juste après l'incendie qu'il y a eu. Et du coup, c'était la mise en place de tout ce qui est consigne sécurité, sûreté, hygiène. Comme j'avais une expérience dans les musées que les autres n'avaient pas, j'ai apporté mon expertise sur l'accueil, etc. Et après, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'inauguration, qui était un événement colossal dans la région Messine. C'était le premier musée, un premier grand musée, fait par Shigeru et Jean de Gatine. Et du coup, bon, télévision, et beaucoup de monde, à tel point que la police municipale qui était avec nous, là, nous disait qu'au travers des caméras, ils voyaient une migration de la ville vers le Pompidou-Metz. Et Extraordinaire, c'est beau. ah, mais c'était génial. Et puis Laurent Lebon, qui était le directeur, qui était le président de Pompidou Paris, a fait une auberge espagnole à l'extérieur. Donc ils ont amené casse-croûte, bordel, ça mangeait, tout ça. C'était feu d'artifice et tout. C'était vraiment quelque chose de très beau. Puis après, c'était pas la route. Mais la greffe a pris aussi à Metz. Je crois que les Messois aiment bien, je sais pas si on Messins, dit- les Messins. Messins. Ils aiment bien. Ah ben, ça fait augmenter leur chiffre, pour les commerçants, ça fait augmenter leur chiffre d'affaires de 10%. Mais ça c'est pareil, il y a des études qui ont fait qu'au début, les gens prenaient juste le train pour venir 1h20, tac, ils faisaient ça, ils repartaient. Après, ils sont restés de plus en plus, ils restaient le week-end après. Ils ont découvert, parce que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai Et- été à Pompidou-Metz et j'ai beaucoup aimé Metz. Mais Pompidou-Metz, c'est déjà la structure, l'architecture est très belle. L'hiver, il fait un peu froid dans ce grand hall qui est ventilé. L'été, mais c'est magnifique l'été, il fait très chaud. Et la ville est très belle. La ville est très belle. On voit qu'elle a été indexée plusieurs fois par les Allemands, avec la pierre jaune, la pierre rouge, et des beaux monuments, etc. Une très belle gare aussi. Ah, magnifique. Parce que la gare, en fonction des quais, tu as des quais qui sont beaucoup plus hauts, parce que les chevaux, ils rentraient dans la gare. Du train, ils rentraient dans la gare. Voilà. Ouais, c'est une belle histoire. Après, le musée de l'homme, c'est pareil. Moi, je suis allé à sa réouverture. Donc, il fallait mettre en place plein de choses. Et après, je suis venu ici. Quels sont les publics qui te semblaient les plus faciles? Les Messins. Alors, le public de Metz, parce que c'est une mentalité germanique. C'est carré.
même pour le personnel. Hein. Et même quand tu prenais des rendez-vous avec quelqu'un, ici, tu as un rendez-vous, tu viens un quart d'heure après. Là-bas, c'est une demi-heure à l'avance qu'ils viennent. Tu vois, voilà. Et même, toi, les SIAP qui étaient pas maison, qui étaient... Eh ben, ils restaient un peu plus, une demi-heure pour discuter avec les copains, etc., etc. Ouais, c'était normal, quoi. Ouais. Et dans Paris, tu les as sentis plus stressés. Il y a plus d'étrangers peut-être. Comment t'as perçu? Est-ce que t'as perçu une différence entre le musée de l'Homme et Pompidou, par exemple? C'est pas, alors déjà, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes expositions. Et il y a moins de monde. Il y a moins de monde au musée de l'Homme qu'au Pompidou Paris. Hein. Parce que Pompidou Paris, je crois que c'est le troisième musée en France le plus visité. Musée de l'Homme, c'est pas un gros musée. Hein. Et ça a plus à voir avec l'humanité. L'homme de Néandertal, etc., les masques, tout ça. Pompidou Paris, c'est la diversité dans les offres. Ouais. Dans les autres. Est-ce que t'as perçu des différences dans le mode de gouvernance et les relations personnelles? Est-ce que t'as senti des différences entre ces trois-là? Après, on va arriver à la cité, hein. Ou pas? Non, bah chaque structure vit par rapport à sa taille. Quand j'étais à Pompidou-Metz, on était 70 salariés. Laurent Lebon, un père de famille. Un père, c'était familial. 70 personnes. On se connaissait tous, on mangeait ensemble, on faisait la fête ensemble. On vivait un moment exceptionnel au début parce que c'était tout nouveau et pour certains c'était leur premier métier. Hein. Et dans un cadre idyllique. Musée de l'Homme, c'était un peu plus grand. On n'était pas plus nombreux, mais on dépendait d'une structure qui s'appelle la MNH. MNHN. Non, MNH, Musée d'Histoire Naturelle. C'était différent. Pompidou Paris, c'est une grosse usine. Et du coup, il y avait... on ne se connaissait pas tous. On arrivait à reconnaître des têtes et avoir des nouveaux visages à la galette des rois, pour les vœux. Sinon, on n'arrivait pas à se voir. Hein. Il y avait des pôles où tu te vois, où tu fais tu discutes, tu fais des réunions, mais tu as d'autres que tu ne voyais rien, tu ne voyais pas. Ouais. Et la situation des SIAP, tu as décrit celle de Pompidou, Paris. Est-ce que tu as eu les mêmes déconvenues, entre guillemets, au musée de l'Homme et Pompidou-Metz, j'imagine que tu les as mis sur place. Alors, c'est en fait, au niveau des services incendie, c'est plus simple de diriger une équipe d'une société extérieure que de l'interne. Et pourtant, à Pompidou-Paris, tu as embauché du surplace. Oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord, ok. Et je voulais pas que... Non, il y avait plus d'externes que d'internes. Ouais, d'accord, ok. Et voilà. Mais j'ai passé des mauvais moments avec eux, parce que j'ai fait des grèves. Il y a eu des grèves aussi. Hein. Et des grèves avec Maca, 17 jours et 21 jours. Hein. C'est énorme. Hein. Et ils faisaient grève parce que dans tout le Pompidou, il n'y avait que 2 gars qui faisaient grève. C'était 2 pompiers. Et on fermait l'établissement parce qu'on n'avait pas l'effectif, comme ici. Hein. Ici, leur pouvoir de nuisance, il est du fait que on ne peut pas ouvrir l'établissement si on n'a pas un nombre minima de SIAP. Et ça, ils le savent. Du coup, s'ils veulent fermer au public, quand ils sont 7,
hop, 2 se mettent en grève et on ferme au public. Et un de plus, on ferme au personnel. Ah non, mais jusqu'à fermer BBV et le parking. Ils ont une grosse capacité et du coup, ils en profitent, ils en jouent. Et quand ils veulent de l'argent, des points, ils font grève. Voilà. C'est immoral. Mais bon. Ah non, mais après, voilà. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas pour des sociétés en interne. Je comprends. Parce qu'ils promettent des mauvaises habitudes. Et puis après, ils font plier une direction. À tel point que le pouvoir, c'est pas la direction, mais c'est eux. Et le contre-pouvoir, c'est la direction. Parce que quand ils ont décidé de faire grève, ils disent, mais nous on fait grève illimitée. Tant qu'on n'a pas 30 points, ils vont négocier 20 points. Mais ils auront 20 points. Mais ça n'empêche qu'un an après, ils vont faire la même chose. Toi, de ton côté, tu demandes 20 points. Tu n'auras même pas 0, tu auras 0 points. Puis tu fais grève, ils vont t'enlever une journée. Eux, on ne leur enlève pas. Aussi, on leur enlève, mais... Voilà. C'est pour ça qu'ils font des grèves perlées. 1 heure, 2 heures. Et tu fermes. Voilà. Ça, c'est pour ça que j'aime pas trop, moi, les... Après, individuellement, et ça je dis à tout le monde, individuellement, ce sont des gens qui sont très bien. Très bien. Collectivement, ils sont moins bien. Parce qu'il y a beaucoup qui suivent. Même s'ils ne sont pas d'accord sur une décision, par solidarité, ils sont d'accord. Donc, c'est difficile. Dans les 4 établissements, quel a été le problème le plus dur à résoudre? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile, où tu as vraiment mouillé la chemise? Allez, on commence par les halles, d'accord. Non, ouais, j'ai mouillé la chemise partout, là. Ouais. J'ai mouillé la chemise partout, dans la mesure où ta responsabilité pénale et civile est engagée. Tu essaies de faire les choses de manière que tu ne sois pas embêté. Ta responsabilité pénale Et civile. est engagée, toi? Ah oui. Ah bah oui. Plus que les présidents. Alors, Autant. moins que le président. Parce que le président m'a donné délégation. Oui, mais ils ont toujours passé Ben, la patate chaude. Alors, voilà, mais eux, ils n'ont que la responsabilité civile, pas pénale. Parce qu'ils disent, mais moi j'ai un sachant, c'est lui, il est désigné à la préfecture. Moi, il a écrit ma carte à la préfecture, comme quoi c'était moi le responsable unique de sécurité, le représentant légal de l'établissement en matière de sécurité. ce fut le cas pour toi dans tous les établissements où tu es passé? Non, mais j'avais la fonction de responsable sécu. Alors, ça ne donne pas une responsabilité pénale et civile, mais une responsabilité peut-être pénale, pas systématique, en cas de mauvais jugement, etc. À savoir que dans la chaîne, depuis quelques années, ça va du plus petit, du donneur d'ordre, par l'exécutant, en passant par les intermédiaires, etc., directeurs, tout ça. Et quand ça arrive au responsable sécu, comme c'est le sachant, ces peines sont multipliées par 2. Après, derrière, si je n'avais pas la délégation de Russes, ben c'est le chef d'établissement. D'accord. Voilà. Ça, c'est la grosse... voilà. Ah, sinon, après, non, j'ai toujours essayé de faire le mieux possible. Je ne le fais pas seul, c'est... il y a bien sûr, à la fin, il y a un nom, le responsable russe, le responsable chef du département, mais autour, il y a un travail collectif de l'ensemble d'une direction. Si à côté, mes collègues, que ce soit Valérie, Stanislas ou Paul, ou même en bas, si
on n'est pas ensemble et on ne marche pas ensemble de manière à pouvoir résoudre les anomalies, ça ne marchera jamais. Par contre, ce qu'on fait, cette cohésion, c'est de se rencontrer, de faire des points réguliers, fait que on a eu en 6 ans 2 commissions de sécurité du groupement d'établissements qui se sont très bien passées, dont la dernière avec des félicitations. On a eu le permis de construire des BBV, différentes ouvertures en commission de sécurité, que ce soit chez nous ou ailleurs, avec des avis favorables. Ça, pour les gens qui ne travaillent pas dans la sécurité, bon, c'est pas bien grave. C'est un avis favorable, c'est super, on peut exploiter. Mais pour un responsable sécurité, ça représente le Graal de la sécurité. Ça montre déjà que ton bâtiment il est bien entretenu, même s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais dans sa globalité, la maison tourne. Allez, le suivi des anomalies, des réserves, des levées de réserve sont bien gérés. Et du coup, ça c'est la plus grosse des récompenses que peut avoir un responsable. Quand je faisais mes entretiens, je disais, j'ai fait, je sais pas moi, 25 commissions de sécurité, tous un avis favorable. Ici, tout le monde ne peut pas le dire. Mes prédécesseurs, ils ont eu un avis défavorable quand je suis arrivé, avant que j'arrive. Ils ont eu chaud au cul, il y avait 6 mois pour récupérer. Et c'est Alexandre Lovato qui a remis le bateau en route à flot. Là, on a eu après, en décembre 2018, avis défavorable. Valérie venait juste de rentrer. Avis défavorable, mais comme jamais, il y a eu un avis défavorable. Alexandre Lovato a été détaché du chargé de Sécu pour justement remettre à flot avec des comptes rendus à faire journaliers à Macar. Et en juillet, lorsqu'elle est arrivée, avis favorable. Et depuis, quand quelque chose fonctionne, on prend le relais, on améliore et ça fait en sorte. Il ne faut pas que ce soit. Alors pour certains, ça représente beaucoup de choses. Il faut putain du travail, la commission de sécurité. Mais si tu fais un suivi journalier régulier, à la fin, c'est une formalité. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui te semble... quel est l'ennemi, justement, de cette sécurité? C'est le personnel. Alors, ici, c'est pas l'ensemble des salariés. C'est une grosse partie des salariés pour qui la culture sécurité ne fait pas partie de leur enjeu. C'est marrant parce qu'on a toujours quand même eu des formations autour de ça. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé, c'était pas Petrini. Okay. Il m'avait dit une chose, la sécurité, plus on travaille, moins on travaille. Et j'ai toujours gardé ça à l'esprit. C'est-à-dire, plus on fait de la prévention, plus on est efficace, moins on a des contraintes après. Ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours adoré ça. Plus on travaille, moins on travaille. Toi, le jour J, et je l'ai gardé quand même, mon crâne, mais vraiment. Alors, il y a plein de gens qui ont des formations, et tu peux pas t'imaginer le nombre d'arrêts de chantier que je fais. Tu peux pas t'imaginer. Pour non-respect des normes et... Des trucs qui vont vachement loin. Ah ouais. Ouais. Non, ils n'ont pas la culture sécurité. Toi, ils vont caler des portes. Moi qui cale une porte pour passer, ça ne dérange pas. Mais quand ils ont fini, ils enlèvent la cale. Mais ils n'enlèvent pas la cale. Du coup, ça c'est une porte qui est coupe-feu. Alors les portes coupe-feu, tu les reconnais parce qu'ils ont un ferme-porte en haut. Beaucoup de gens appellent ça le groom. C'est un ferme-porte. Et du coup, ils laissent ouvert. Et s'il y a un feu, eh ben, cette porte-là... Sur la propagation assurée. Et comme ça, il y a plein de choses. Voilà. Donc c'est le pire ennemi pour moi, c'est le personnel. Une partie du personnel pour qui la culture sécurité ne fait pas partie de leur langage. Ah oui, voilà. J'ai répondu à ta question. Tu t'attendais peut-être pas à ça? Si. Je l'attendais, enfin entre autres. Ouais. Et
Je l'attendais, mais j'attendais aussi une autre parce que je considère que parmi les pères ennemis aussi, euh, l'absence de rigueur. L'absence de rigueur, Des gouvernants, parce que je pense qu'un établissement, on n'attend pas 40 ans pour demander 1 milliard pour le réseau. C'est au jour le jour qu'on doit veiller à son entretien. Je trouve que les entretiens des grosses œuvres et la maintenance générale n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'exige, on va dire, ouais. de veiller sur le bien public, le bien commun. Ça s'entretient, c'est au jour le jour. Ça ne peut Alors- pas être, une fois que c'est délabré, qu'on se remet à le reconstruire. Nous, la DMTS, surtout Valérie et Stanislas, ils ont repris un passif. Ils essaient, eux, d'améliorer le maximum avec l'argent qu'on leur donne. Sachant que cette année encore, on nous a bien raboté le budget. On fait. Toi, je prends l'exemple des montages des ascenseurs. C'était il y a 10 ans qu'il fallait faire ça. Là, ils tombent tous en panne. Au fur et à mesure, il faut tous échanger. Et quand tu vois le prix d'un ascenseur... Si on l'avait fait plus tôt, ça aurait moins coûté. Voilà, oui. Mais... Plus on diffère, plus Et- les coûts s'élèvent. Oui. Et le travail de Valérie, il est énorme avec Stanislas, c'est qu'ils essaient de faire un maximum de rénovation. Et je trouve qu'on ne perd pas beaucoup de temps. Mais par contre, après, les délais sont longs. Les délais de réparation sont longs, surtout dans les ascenseurs. Là, on a des monts de charge, par exemple. Les pièces n'existent plus. Parce qu'ils sont trop vieux. Il faut les usiner sur mesure. Non, alors, comme on a des ascenseurs, des monts de charge qui sont en panne, on déshabille un pour habiller l'autre. Pour la plupart. Et après, quand il faut changer la pièce et qu'il n'y a pas de pièce, il faut attendre. Donc là, il y a pas mal de rénovations qui sont faites. Bon, ça prend du temps. Tu as fait des absences d'ascenseur, de monts de charge. Mais on tient le coup. Après, ça fait marcher un peu plus, peut-être certaines Oui, personnes. quand je parle de la gouvernance, là pour le coup, évidemment, je vise haut, je vise Voilà, les mais- fidèles, je vise qui n'ont pas toujours le bon discernement, qui n'ont pas toujours, on rabote pas comme ça, je veux dire. Non, c'est- mais c'est pas après, possible. là-haut, bah, il en faut pour tout le monde de l'argent. Et après, ça dépend. Ça dépend aussi de la politique qu'ils ont. Eux, ça dépend aussi du ministère. Hein. Moi, je sais pas trop. Ouais, bon, Ouais. on va laisser ça. Quel est le plus bel événement que tu as vécu à la Cité? Le plus bel événement. Tu en as eu au jour le jour. Quand il y a eu la semaine où il y a eu pas mal de ministres de informatique, tout ça, là, qui étaient venus avec pas mal de militaires, de flics, tout ça. C'est pas mal ça. Après, tous les événements, ils sont bien. Ouais, en Tu dis- général, je participe pas, moi, tu vois. En général, c'est le week-end ou le soir. Et moi, je participe pas. Mais il y a des choses que peut-être que j'aurais pu faire, le bal du 14 juillet. Même il y a des expositions, des améliorations, des semaines du goût culinaire qui sont le week-end, qui sont... Sans ta femme, t'aurais raté plein de choses. C'est juste parce que tu lui as offert une journée. Non, parce que je pars du principe que je passe la semaine ici, je passe beaucoup de temps, que quand je suis en week-end, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Quoi qu'on dise quand même, parce que beaucoup font du bashing du personnel, est-ce que tu penses que la Cité se porterait mieux quand tous les anciens partiraient? Non, on a besoin des anciens. Les anciens, ce sont la mémoire. C'est la mémoire du centre. Et non, et les anciens ont vécu des choses que les nouveaux verront jamais et qui, par leur présence, leur vécu, peuvent aider les jeunes. Bon, ça, c'est mon truc. Après, dire que
c'est bien, non. Mais effectivement, à un moment donné, là, on s'aperçoit qu'il y a déjà une vague de départ à la retraite. Mais dans 10 ans, ça va être énorme. Ou peut-être un peu moins. Dans les 10 ans qui vont venir, il y aura au moins un tiers du personnel qui va partir. Au moins. Et c'est d'autant plus des mémoires. Hein. Il y en a qui connaissent la cité, tout ce qui s'est passé, comment ça vit, etc. Et pour suivre un grand bateau comme ça, tu as besoin de la mémoire des gens. Parce qu'ils sont attachés au bâtiment, ils sont attachés à son histoire. On a besoin ils connaissent des lieux. Oui, on a besoin de ça, mais on a besoin aussi de plans. Oui. Et là, on n'est pas balèze là-dessus. Vous savez que on l'a détruit. Alors qu'avant, il y avait, quand il y avait... Mais c'est les mauvaises décisions qui ont été prises. Je ne sais pas si c'est mauvaise mes décisions, mais en tout cas, quand on la destruction les plans, des... c'est la croix et la bannière. Alors moi, des fois, je fous des vieux locaux et je vois des documents que je récupère. Mais putain, des fois, c'est une mine d'or. Hein. Et tu comprends pourquoi... Moi, je ramasse dans les poubelles, oui. Pareil. Pourquoi? Mais c'est stocké plein de poussière, je ne sais même pas que ça existait. Et tu t'aperçois pourquoi le centre a été construit comme ça, les dérogations, etc. etc. Il y a plein de choses. Et là, puis en 6 ans de temps, je ne dis pas que j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai fait avancer un peu le truc. Après, derrière, il faut que ça suive. Est-ce que tu es du genre, pour assurer justement une continuité, une efficience, etc., est-ce que tu es du genre à partager ou non, j'ai ce document, je le garde parce que tu partageais et tu donnais aux uns et aux autres ou pas? Ouais, moi tu partages toi. Je partage. Quand toi, par exemple, j'ai des dossiers que je valide, tout ça, et bien il y a une sphère qui est au courant. Et le reste du document, il est dans le dossier partagé. S'ils viennent chercher, tac. On a mes estimes maintenant, tout est mis dans mes estimes, tout ça. C'est-à-dire quand je pars, s'ils veulent quelque chose, ils regardent, ils trouvent. Et voilà, moi je suis pas quelqu'un, moi je partage beaucoup. Pas dans la rétention de l'information. Ça sert à rien, parce que le jour où t'es pas là, ils sont dans la merde. On n'est pas les éternels indispensables, il se passe ça. Il y en a plein des cimetières. Ouais. Moi, quand je pars en congé, que je laisse les clés du camion à Cyril, il est au courant de tout. Toi, sur la validation de la chaise, etc., je lui ai dit, c'est validé. Sur certains trucs, j'ai dit, ouais, elle va te demander ça, mais j'ai accordé ça, tu peux y aller. On se dit tout, donc de manière que on a le même langage. Parce qu'il y a des gens qui profitent justement d'une situation comme ça, un chef, un adjoint. Le chef, il dit non, ils vont voir l'adjoint. L'adjoint, si on ne s'est pas concerté, il va peut-être dire oui sur un truc que j'ai dit non. Là, on est en porte-à-faux. Et ça, c'est pas bien. Si tu avais quelque chose à conseiller, quel est le plus grand conseil que tu donnerais à Cyril, par exemple, si Cyril doit te remplacer? C'est fait maintenant? Ouais, Cyril, ouais. C'est acté? Bon, ça va être acté cet après-midi, il a rendez-vous avec la DG. D'accord. Quel conseil tu lui donnerais? Le plus précieux des conseils pour que ça se passe au mieux. Le plus précieux des conseils, déjà, je lui dirais déjà la confiance qu'il peut avoir déjà avec Valérie et Stanislas. Il faut qu'il travaille dessus, d'accord. Qu'il la garde. Ouais. Il faut qu'il garde cette confiance. Après, la confiance, ça se mérite. Et après, j'ai dit, tu ne me remplaces pas. Tu me succèdes. Il ne faut pas qu'il me copie, hein. Ça ne sert à rien, il va se planter. Il a une façon de travailler, j'ai dit, voilà, j'ai donné un cadre, une feuille de route. Tu la suis, et après, comme ça fonctionne. C'est-à-dire que le système, il est pas mal. Mais par contre, tu vas apporter ta touche. Il apporte sa touche pour améliorer le système. Bien sûr qu'on peut l'améliorer. Et ça, c'est le conseil que je lui donne. Qui ne cherche pas à changer les règles qui sont en place. Je pense que ce serait une erreur.
Si elles doivent évoluer, elles vont évoluer Ah bon, par des oui. arguments. Elles vont évoluer, mais ça c'est normal Intérieurement. qu'elles évoluent. Ouais. Mais il ne faut pas qu'ils changent tout en disant c'est de la merde, on recommence sur un autre truc. Surtout pas. Là, à mon avis, c'est le meilleur moyen de se casser la figure. Après il va gérer voilà, le département comme lui l'entend. Hein. Tu parlais de la confiance envers ses supérieurs. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi une attention à porter aussi à une confiance avec les collaborateurs? C'est pas ami bête. C'est le genre de relation fluide, confiance. Alors, Confiance n'excuse pas le n'implique contrôle. pas la vigilance, de perdre Alors- la vigilance. Hein. On peut être confiant tout en restant lucide et Alors- vigilant. Alors, j'ai confiance, mais il faut que je contrôle quand même, parce que C'est ce que j'appelle la vigilance. il faut que je sois vigilant, parce que derrière, il y a quand même ma responsabilité pénale qui est en jeu. C'est-à-dire toujours avoir ça à l'esprit. Ouais. Parce que le moindre problème, et tous les autres, ils vont Si tous- tu es distrait, voilà, ils vont c'est toi tous qui- se barrer, se carapater, ils vont dire c'est pas eux. C'est pas eux, on t'a averti. Non, tu prends tes aides, voilà. T'écris, je dis, il faut pas avoir peur d'écrire. Par contre, ça c'est un conseil que je donne. Si tu peux faire des choses en oral, mais tu confirmes par écrit. Surtout des décisions comme ça. Parce qu'il se retrouvera vite en prison après. Mhm, mhm. Après, il ne faut pas lâcher. Hein. Même s'il y a de la pression. Mhm. Moi, je sais qu'un jour, j'ai fermé. C'était sur l'exposition XXL. J'ai dit, je vous accorde l'inauguration avec des sièges supplémentaires sur place. Et après l'inauguration, Je ferme. on ferme et jusqu'à ce que vous fassiez les réparations. Donc, les gens de la commission d'ouverture ont dit c'est pas bien grave, on va dire à M. Macquart d'ouvrir. Et M. Macquart a dit qu'est-ce qu'il vous a dit le russe? Ben, le russe a dit non. Ah ben c'est non. Ça, c'est une preuve, parce que en fait, même eux. Alors, quand le russe il prend une décision, qualité de russe. Comme je suis à la même hauteur que le président et la DGDA en matière de sécurité, s'il veut dire oui alors que je dis non, il faut qu'il m'écrive et il y a un transfert de responsabilité. Donc ils m'écrivent en disant qu'ils prennent la responsabilité. Moi je leur ai pris que je prends bien acte. Mais en revanche, je suis obligé de leur dire que s'il y a quelque chose, ils ont le droit de tant de prison et tant d'amende. Ça, et après, ils veulent. Mais j'ai un transfert de responsabilité. Mais quand tu commences à faire ça, eux, ils ne le font pas. Parce qu'ils s'engagent leur responsabilité. Donc, voilà. Donc là-dessus, c'est bien. Ils m'ont toujours suivi sur toutes les décisions que j'ai prises. T'es un grand blagueur. Quelle est ta blague sur la cité? Tu en connais des tonnes de blagues. Une blague sur Toutes celles des militaires, tu les connais. Mais celles Une de la blague sur Est-ce la que t'en as cité. enfin inventé une, créé une, entendu une? Sur la cité? Ouais. Non, j'ai jamais. Non, j'ai. Non. T'en connais une, toi? Non, je te le Ah dis. non, C'est sur toi la qui cité, parles, non. c'est pas moi. Non, non. Des blagues, oui, j'en connais plein, mais pas sur la cité. Tant que tu es là, tu es très attaché à la cité, est-ce que tu as le même attachement au palais et aux étincelles ou pas du tout? Non. Non, je suis détaché du palais. Déjà, j'ai plus rien à faire au palais parce qu'on n'a plus la sécurité, la sûreté du palais. Et quand j'y étais, c'était la fin. C'était Mais tu avais quand même celle des étincelles. Tu l'as assumée quand même. Ouais, Il a fallu que tu l'assures quand même, celle des étincelles. ouais, mais je ne suis pas russe aux étincelles. D'accord. Qui c'est qui est russe aux étincelles? Ben, c'est le président. Moi, je suis russe parce qu'il y a un groupement d'établissements. En fait, le russe, il est désigné lorsqu'il y a plusieurs établissements. Là, c'est le cas. C'est la cité, BBV et le parking
qui sont sous la responsabilité d'une personne. En général, c'est le chef d'établissement du plus gros établissement. D'accord. Si c'est pas lui, Je connaissais pas ça. c'est le russe ou alors le DUS, qui est une direction unique de sécurité. Là, ici, c'est un russe, un responsable unique de sécurité. Donc, la partie russe, c'est que pour ici. Au palais à la découverte, C'est le russe J'étais du Grand drôle. Palais. ils n'en avaient pas. D'accord. Donc, moi, je m'occupais que Ils en ont, mais non pas. Ouais, ouais. C'est-à-dire que nous, le palais de la découverte, c'est comme si nous, on était bébé chez eux. D'accord, d'accord. Et du coup, les étincelles, qui est un établissement de la 5e catégorie, qui ne fait pas partie du groupement d'établissement, est normalement sous la responsabilité du chef d'établissement. Et D'accord. moi, j'y vais là-bas en tant que chef de département, russe pour le groupement d'établissement, mais D'accord, eh ben, tu vois, tout ça, je ne le connaissais pas. voilà. Je fais bien de t'interviewer. Voilà. Ouais. Parce que ça restera dans la mémoire de l'établissement. Et la tienne et celle de tes enfants. Parce que je pense que tes enfants ne t'ont jamais questionné sur ces questions-là. Ou tu leur en parles. Je leur parle un peu, ouais. Pas beaucoup. Je leur parle un peu comme toute personne, mais c'est pas un repas entier. Hein. Là, je parle un peu de mon boulot pour qu'ils sachent ce que je fais. Hein, parce que quand je dis je suis chef du département de sécurité, c'est bien. Hein. Après, je leur explique un peu de temps en temps ce que je fais, ce qu'on attend de moi, etc., etc. Avec mes différentes fonctions et missions. D'accord. Bon, et ben, peut-être qu'on va arrêter là. Sauf si tu as des choses. Quelle question tu attendais que je t'ai pas posée? Tiens, ce serait pas mal. Quelles sont les missions que j'ai ici? Je t'ai pas posé cette question. Non, parce que j'en ai plusieurs missions. Allez, vas-y. Je suis chef du département de sécurité, ça tu le sais. Je suis, tu le sais, russe. Je suis fonctionnaire de la sécurité défense adjoint de Jean-Michel Renduli. C'est-à-dire je suis le porte d'entrée de deux ministères de tutelle en matière de Vigipirate, sécurité intérieure, radicalisation, etc. Et Ça veut dire que tu es connecté à la police, la gendarmerie et l'armée, non? avec Ou la justice. nos hauts fonctionnaires de la sécurité du ministère. Et comme c'est nous qui validons en premier les départs de nos missionnaires à l'étranger, on a le contact de la Filariane, le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'on va sur leur site, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut aller au Mali, par exemple. Donc on va sur le site Ariane du ministère des Affaires étrangères. On va regarder, et on regarde ce qui se passe dans le pays, s'il y a des zones où il ne faut pas y aller, etc., des contraintes ou pas. En fonction de ça, on donne un avis favorable ou défavorable au départ du salarié. Qu'est-ce que vous faites avec la police? C'est pour les radicalisations? Ça, pour les radicalisations, c'est si on voit qu'il y a une radicalisation, déjà personne ne le sait, hein, il n'y a que le chef d'établissement qui est au courant, et on n'ouvre pas une enquête, mais on avertit. Vous faites un petit signalement On fait un discret signalement, pour que le travail soit fait. D'accord. Voilà. Et avec l'armée, c'est pareil. L'armée, on ne fait rien avec l'armée. D'accord. Hein. Non, c'est juste tout ce qui est sécurité, informatique, etc. Et du coup, oui, bah. Voilà. Et quatrième mission que tu ne sais pas, je suis entrepreneur de spectacle vivant. C'est quoi ce truc-là? Le chef d'établissement Entrepreneur des spectacles vivants. Un jour, je passe à côté du bureau de Valérie qui me dit « Ah, on s'est fait rattraper par la patrouille. » Alors je dis « C'est quoi ?» La DRAC demande un entrepreneur de spectacles vivants pour que le président puisse diffuser des spectacles de licence 1, 2 et 3. Donc c'était le branle-bas de combat partout. DG, DFJ, les grands événements, tout ça.
Ah bon? Je dis, il ne faut pas vous affoler. Hein. Je suis entrepreneur de spectacle vivant. Ah bon? Pourquoi? Et comment ça se fait? Parce qu'au Pompidou-Metz, pour que le Bon puisse diffuser ses spectacles, il fallait un entrepreneur de spectacle vivant. J'ai passé un examen et qui me permet qui me permet au chef d'établissement de pouvoir diffuser. Mais cette licence-là, ce diplôme-là, il est valable pour tous les... Le chef d'établissement, il peut partir pendant 6 mois. On peut diffuser des spectacles, ne serait-ce que parce que j'ai ce truc-là. Si moi je m'en vais, le chef d'établissement ne peut pas diffuser. Donc c'est pour ça que j'ai fait envoyer Cyril et à la DE avant, à la DG, aux grands événements, il y a un qui est parti aussi pour le palais. Voilà. Et du coup, ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Je vous donne tous les diplômes. Vous leur dites que j'étais à Metz comme truc. Pourquoi ils appellent ça un entrepreneur? Pourquoi tu n'es pas simplement responsable? Non, ça s'appelle ou habilité. Entrepreneur, ça englobe l'arrivée des intermittents, les contrats des intermittents, les moyens sur les montages, les moyens de démontage, sur la diffusion, etc. Et tout ça passe par toi? Ouais. C'est toi qui valides tout ça? Je ne valide pas, ils sont dans le circuit maintenant. Par contre, j'ai imposé, lorsqu'il y avait des concerts, de mettre à disposition déjà des chiffres des bouchons d'oreilles, de mettre l'affichage des décibels et l'enregistrement des décibels. Donc tu connais les contraintes et tu connais les précautions d'usage, on va dire, c'est ça. Qu'il faut prendre pour sécuriser les publics. C'est ça. Ouais. Incroyable. Ben celle-là, je ne la connaissais pas. Quel est l'endroit le plus insécure, on va dire, pour le public? De Ici? quoi tu as le plus peur? Ouais. Peur de rien. Peur de rien. Non, peur de rien. Tu m'aurais dit au musée de l'Homme, je t'aurais dit oui, un peu. Parce que c'était des gens qui aimaient bien faire la fête. Mais on avait un des plus grands laboratoires d'Europe. Il y avait 19 salles de laboratoire avec des produits, que ce soit chimiques, radioactifs, etc. Et voilà. C'était ma seule crainte. Après le reste, non. Tu vois, alors moi, je m'attendais à ce que tu me dises, ici, c'est très grand, c'est une passoire, on peut y arriver, rentrer partout, donc comment sécuriser la totalité des moyens d'accès? Mais c'est pas une passoire. Il y a beaucoup de... Une passoire, j'exagère, c'est pour ça. Il y a beaucoup d'entrées. Oui. Toutes les entrées sont sécurisées, soit par des vigiles, soit par des caméras, soit par des dispositifs d'intrusion. Quand quelqu'un entre, on est au courant. Après, il faut y aller. Mais non, après, on a fait un audit de sécurité qui est pas de sûreté qui est pas mal. Moi, on n'a pas beaucoup d'intrusions. On a des intrusions parce que des fois, il y a des mauvais fonctionnements. Mais ça, c'est... Après le reste, non. On n'a jamais eu de grosses bagarres, de meurtres, de trucs comme ça. Moi, le seul truc que j'ai eu, c'est un pendu. Mais c'était pendant les Jeux Olympiques, et c'était un Nadar, le mec qui s'est pendu. C'était pendant le Jeu Olympique? Ouais. Le mec, il était à la Décathlon, il a pris une corde, il a lâché une corde. Il a pris en face de Nadar, il y a un escalier. Il s'est attaché, il s'est mis la corde autour du cou, et il a sauté dans le vide. Il a fait... Et il est mort. Sur le coup. 18h32. Voilà. Bon, écoute. À jeudi, on va faire la joyeuse fête. D'ici jeudi, tu me mets la corde au cou, du coup, toi, parce qu'il va falloir que je te donne ça avant. Non, mais peut-être après, c'est pas bien grave. Oh, mais tu parles. J'en connais une qui va venir me draguer. Qui comment elle s'appelle? Valérie, elle va me dire qu'est-ce qu'il y a d'important à dire. Remarque que je vais lui tenir la drague. Elle est au courant. Tu lui as tout dit.
Moi, j'ai fait mon discours. Puis après, c'est son ressenti sur. Sur toi. T'en as parlé de ça? Non, mais elle sait qu'en général, je vais sur des gens que j'aime bien pour aller Voilà. décorer des choses. En tout cas, si t'as pas l'occasion, après, prends son temps. Là, ce matin, j'ai fait mon pot de départ dans le train. Avec ceux avec qui tu veux Avec qui je voyageais le matin avec eux. Donc c'était un petit déjeuner. J'aurais payé petit déjeuner, tout ça. Et j'ai eu un cadeau. Ils m'ont offert 2 bons d'achat en tout 160 € à Decathlon. Parce qu'ils savent que je fais la marche nordique. Et donc je vais renouveler ma garde-robe. En fait, pour venir ici, tu fais combien? Tu passes combien de temps en transport? Au minimum 4 heures. 2 heures aller, 2 heures retour? Ouais. Et tu vas où? Ben, à Montargis. À Montargis, ça te fait 2 heures de trajet. Non. Ça me fait 1h05. Oui, après, tu J'ai récupères ta voiture. 30 minutes de métro d'ici. Mhm. Et après, j'ai 10 minutes, mais comme il est toujours en retard. De toute façon, après, tu vas m'envoyer ton discours et je demanderai à Valérie. Valérie me donne toujours son discours. Je te les rajouterai. Comme ça, tu auras un document complet. Il y a ton récit, ton discours et le discours de Valérie. Super. Ok. Bah, parfait, Après, je sais pas si c'est moi qui commence le discours ou si c'était elle. C'était, en général, c'est elle et toi, tu remercies en donnant ton discours. Je sais pas. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Mais de toute façon, tu vas improviser, toi, tu te connais. Tu vas nous inventer quelque chose. Je suis très heureux. Tu vas être, à mon avis, il y aura de l'émotion. Tu crois? Oui. Dans ce que tu diras. Ouais. Ouais. Bah oui, mon chéri.